Donc bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle conférence proposée par la COP 2 étudiante qui s'intitule Étudiants et étudiantes et scientifiques, quel rôle face à l'urgence écologique? Donc cette conférence vous sera présentée par Julien Carré, qui est physicien et enseignant-chercheur dans une école d'ingénieurs donc à l'INSA Toulouse. Il est aussi membre de l'atelier écologique et politique Atécopole et également membre du Labo 1.5, qui est un collectif œuvrant à l'évaluation du bilan carbone de la recherche. Et il a également écrit un livre qui s'intitule Sans pétrole et sans charbon, qui est en 2 tomes. Donc bonjour à vous Julien et merci d'être parmi nous. Donc on va vous laisser du coup le temps de faire votre conférence et ensuite on prendra quelques questions du public pour que vous y répondiez. Donc n'hésitez pas à utiliser le bouton Ask a question pour poser vos questions et sinon vous pouvez toujours les poser dans le chat. Donc, bonne conférence et je te laisse la parole. Merci Simon et merci beaucoup à la COP pour l'invitation. Je voudrais juste préciser que j'ai présenté pas mal j'ai envie de vous partager avec vous pas mal de choses, dont beaucoup sont issues des réflexions que l'on a au sein de l'atelier d'écologie politique, la Técopole, donc qui réunit environ 150 scientifiques concernés par l'urgence écologique sur le site de Toulouse. Donc un certain nombre des transparents que je vais présenter sont issus du fruit de réflexions collectives. Alors aujourd'hui, je vais commencer par essayer de parler de les impacts de nos activités. Alors d'une part, les impacts, on va dire, directs de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc là, on va parler bilan carbone de l'enseignement supérieur et puis des labos. Et puis après, je parlerai des impacts indirects de la recherche, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'être scientifique aujourd'hui, la contribution des scientifiques à la trajectoire actuelle. Et je prendrai également un autre rôle qu'on peut avoir, qui est le rôle de contre-pouvoir. Je parlerai également du rôle qu'on peut avoir en tant que chercheur dans la recherche sur les low-tech. Et puis, Simon, qui a introduit la conférence, m'avait demandé, lorsqu'on a discuté du programme, qu'il m'avait dit la COP2, on aimerait bien que vous parliez un peu des solutions aussi. Alors, ça m'a demandé beaucoup de problèmes, m'a posé beaucoup de soucis, mais j'ai fait quand même pas mal de slides en essayant de répondre à cette question que beaucoup de gens, que ce soit des étudiants ou des citoyens, quand on fait des conférences, souvent on pose cette question, que faire? Donc j'essaierai de partager quelques réflexions avec vous à ce sujet. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet en parlant d'abord des bilans carbone des établissements d'enseignement supérieur. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu un bilan carbone. J'ai une question, est-ce que vous voyez ma souris ou pas? En fait, j'ai oublié de demander à Simon tout à l'heure. Si je fais ça, vous voyez quelque chose ou pas trop? Oui, on voit ta souris, t'inquiète. Ok, c'est cool, super. Ouais, je ne sais pas si vous avez déjà vu un bilan carbone, à quoi ça ressemble. Voici un exemple de bilan carbone de l'INSA Lyon. Vous voyez, il y a différents postes qui correspondent à différents postes d'émission. Et puis, vous voyez, électricité, chauffage, vous avez des colonnes qui sont proportionnelles aux émissions carbone. Alors ici, le bilan officiel, dans la loi qu'on est obligé de faire, c'est ce qu'on appelle les scope 1 et scope 2, là, c'est cette partie-là. Et puis, vous avez toute la partie qui est optionnelle, mais qui est généralement correspond à 80% des émissions dans les bilans carbone de pas mal d'entreprises ou même des établissements d'enseignement supérieur. Alors, ce que je me suis amusé à faire, en fait, c'est à faire une espèce de synthèse des 31 bilans de gaz à effet de serre qui étaient publiés par les établissements d'enseignement supérieur. Et j'ai normalisé ces données par à chaque fois par le nombre d'étudiants. Donc, on va se retrouver avec des chiffres qui sont des tonnes de CO2, si vous voulez, par nombre d'étudiants. Si on avait normalisé en comptant les enseignants également, ça changerait les chiffres de peu près 10%. C'est le ratio. Donc, je vais passer les détails méthodologiques pour arriver à peu près au résultat final. Alors, ce que vous voyez ici, c'est en gros les émissions en tonnes de CO2 par étudiant pour différents postes. Alors, si on prend les données brutes comme ça, sans réfléchir, on arrive à peu près à 1 tonne de CO2 en moyenne par étudiant. En fait, j'ai regardé un peu plus dans le détail et il y a des établissements qui comptent bien certaines choses, et des établissements qui comptent un peu moins certaines choses. Donc, ce que j'ai fait généralement, c'est que j'ai considéré que j'ai pris les valeurs des établissements qui, du point de vue méthodologique, avaient bien tout compté dans leur bilan carbone en disant que c'était plutôt représentatif probablement des autres étudiants, qu'il n'y ait pas forcément une grosse différence entre universités, je ne sais pas moi, à Rennes ou à Bordeaux.
Et donc, en faisant ça, en fait, j'arrive à ces chiffres-là que vous voyez. Donc, il y a une différence déjà notable entre les universités et les écoles d'ingénieurs ou de commerce, avec un facteur 2 entre les deux. Et donc, mon estimation, c'est de l'ordre de 1,5 tonnes de CO2 par étudiant dans les universités et 3,1 tonnes dans les écoles avec une forte incertitude. Donc, je ne sais pas si ces chiffres vous parlent, hein, probablement, après 2 jours de COP. Mais les accords de Paris, vous le savez, on est sur 2 tonnes de CO2. Donc, c'est des valeurs qui sont finalement assez importantes et qui sont représentatifs de l'organisation actuelle de l'enseignement supérieur. On a des grands bâtiments relativement chauffés la plupart du temps, avec du matériel, etc., parfois éloignés de notre domicile, de notre famille, donc ça nécessite parfois de faire des allers-retours. Et puis on a des déplacements liés au stage, par exemple. Et donc vous voyez, typiquement pour une école, par exemple pour une école d'ingénieurs, là sur les colonnes orange, là vous voyez les 5 postes principaux, ça va être le chauffage, les achats de matériel, les biens, donc ça va être le matériel informatique et les bâtiments, les déplacements professionnels, les déplacements domicile-travail. Donc c'est les 5 postes qu'on va retrouver qui sont les postes principaux. Alors, en regardant, je fais un petit focus sur la mobilité internationale. Juste pour vérifier les cours, on avait fait un bilan carbone à l'INSA Toulouse il y a plusieurs années. On était tombé sur à peu près 0,5 tonnes de CO2. L'école des mines de Saint-Étienne a aussi fait un bilan qui est pas mal et sur lequel ils arrivent aussi à peu près à 0,6 tonnes de CO2. Donc, ça doit être à peu près le chiffre en question. Et ce que j'aime bien, c'est regarder cette étude-là. Une étude qui a été faite par des collègues britanniques qui ont regardé, alors cette fois-ci de manière assez précise, hein, c'est une étude scientifique, donc ils ont vraiment fait les choses proprement en faisant des sondages auprès de tous leurs étudiants pour voir la manière vraiment dont ils géraient la mobilité internationale. Et il y a un truc qui est intéressant, donc déjà, c'est qu'on ne peut pas faire l'hypothèse qu'il y a forcément un seul aller-retour quand on fait de la mobilité internationale. Des gens, parfois, les étudiants font plusieurs allers-retours. Puis, ce qu'ils sont intéressés à regarder, c'est aussi les vols induits. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, un étudiant ou une étudiante va passer une année à l'étranger, il y a des amis qui vont venir le voir et éventuellement sa famille également. Et donc ça va faire finalement des mobilités induites. Et donc, ils ont compté que globalement, si on avait une année à l'étranger, si on comptait tout, on arrivait à peu près à 10 tonnes de CO2 par an. Donc, c'est de l'ordre de 5 fois les accords de Paris. Alors pour moi, ça faisait écho à une expérience personnelle, puisque moi, j'ai passé 1 an aux États-Unis après ma thèse et avant d'être recruté. Et à ce moment-là, quand j'ai passé 1 an aux États-Unis, finalement, c'est la seule fois de leur vie où mes parents sont montés dans un avion pour aller dans un autre continent, sur un autre continent. Donc, ça faisait des voyages en plus. Puis, j'ai également quatre amis qui sont venus me voir aux États-Unis. Alors, probablement, si j'étais pas allé aux États-Unis, ils auraient bien sûr passé des vacances, mais ils seraient probablement pas allés aux États-Unis. Et donc, on arrive probablement là aussi à 10 tonnes pour mon année aux États-Unis, donc qui se rapproche de cette étude. Alors, vous le savez, c'est pas vous que je vais l'apprendre, hein, on a une très forte politique dans les établissements d'enseignement supérieur d'incitation à la mobilité, voire de publicité. C'est-à-dire que lorsqu'on fait la promotion de son établissement, on va dire on a plein d'accords internationaux, on a plein d'accords avec des universités à l'étranger. Et au niveau mondial, c'est pas un phénomène que français, hein, au niveau mondial, on a une augmentation de la mobilité étudiante de 6% par an, avec certains pays qui ont vraiment des taux de croissance à 2 chiffres. Et un autre chiffre assez intéressant aussi, c'est qu'en France, entre 2010 et 2015, on a la mobilité diplômante, donc le fait d'aller carrément avoir un diplôme d'une autre université qui a augmenté de 40%. Et donc, c'est une politique qui est vraiment volontariste, incitative dans les établissements d'enseignement supérieur et généralement sans que les impacts environnementaux ne soient mis dans la balance. Alors, ça me permet de faire cette partie sur la mobilité internationale, ça me permet de faire la transition avec les bilans de gaz à effet de serre de la recherche scientifique qui sont faits dans le cadre du collectif Labo 1.5 et dont je vais parler un petit peu. Donc d'abord, je vais commencer par une étude, là aussi une étude scientifique, c'est l'École polytechnique fédérale de Lausanne.
Donc nous, en tant que scientifiques, si vous voulez, on nous incite à être excellents, à faire plein de publications, et on devrait tous et toutes être comme des scientifiques de l'école polytechnique de Lausanne, là, qui est très réputée. Ils ont fait leur bilan carbone. Alors l'excellence, vous voyez, elle a un coût. Ils sont arrivés à 20 tonnes de CO2 par an, dont 42% qui sont dus à l'aviation. Donc c'est assez important, et avec des très fortes inégalités, c'est-à-dire que en gros, il y a 10% des chercheurs qui sont responsables de 60% des émissions. Et en gros, plus on monte en grade, plus on voyage. On voyait entre le doctorant et le professeur des universités, c'est l'évolution du nombre de voyages en avion par an. Un autre exemple, issu des travaux de Labo 1.5, donc un laboratoire à Grenoble, ISTER, là vous voyez, ils n'ont pas tout compté dans leur bilan carbone, mais vraiment pas mal de trucs, ils n'ont pas compté l'achat de matériel et d'équipement, j'y reviendrai, et ils arrivent à 4 tonnes de CO2 par agent, dont 2,4 qui sont dus à l'aviation. Vous voyez, c'est la grosse barre marron qu'on voit ici, ça c'est les déplacements professionnels, mais en gros les déplacements professionnels, c'est à chaque fois, c'est l'avion et le train en général, est très décarboné, donc c'est une très faible partie dans cette barre marron que vous voyez ici. Alors, on s'est beaucoup focalisé ces dernières années, notamment au sein de Labo 1.5, sur justement cette histoire des transports aériens, parce que dans de nombreuses publications scientifiques, c'est quelque chose qui apparaissait. Mais je voudrais juste rappeler qu'il n'y a pas que le transport aérien. Donc, je vais vous présenter quelques petites estimations que j'ai faites. C'est vraiment pour donner des ordres de grandeur. Ça n'a aucune vocation à être rigoureux, mais par exemple, il y a aussi les grands instruments. Donc moi, en tant que physicien, je suis déjà allé passer une semaine pour faire des expériences dans ce machin-là, le synchrotron au Soleil. Et donc, je me suis amusé à regarder ce que ça faisait. Et en fait, une semaine à Soleil, c'était 2,5 tonnes de CO2, donc ce qui est juste considérable. Si on fait de la physique des particules, le LHC, donc un accélérateur de particules linéaires, là aussi, l'estimation, on était à 10 tonnes de CO2 par travailleur sur place. Vous le savez aussi, il y a beaucoup de gens en sciences qui font du calcul intensif. Donc là aussi, je me suis amusé à calculer. On a des calculateurs, vous savez, qui sont mutualisés sur une région pour faire du calcul intensif. Donc là, par exemple, chez nous, en Occitanie, on a le CalMIP, le calculateur Midi-Pyrénées. Et on arrivait à 1 tonne de CO2 par projet scientifique sur une année. Sachant, il faut bien se rendre compte qu'on est en France, donc l'électricité, ça c'est de l'électricité, hein, elle est très peu carbonée. Et quand vous regardez les gens qui ont fait des estimations dans leur pays pour du calcul intensif, alors là, par exemple, j'ai 2 exemples en tête, des astronomes en Australie ou au Max Planck Institute, donc en Allemagne, qui ont fait des estimations de leur bilan carbone, que vous pouvez voir ici, là. Et sur la partie calcul, chez les astronomes, ils sont arrivés à 25 tonnes de CO2. Sachant que une des explications, c'est que l'électricité en Australie, elle provient essentiellement du charbon. C'est très carboné. Et donc là, pour ces estimations, je n'ai fait que compter la consommation électrique et pas la fabrication des machines. Autre chose qui, pour l'instant, n'a pas encore été trop compté dans Labo 1.5, on commence juste, mais du coup, je me suis amusé à faire une petite estimation pour mon labo. Donc, c'est un labo mode physique, chimie, avec un peu de bio aussi. Juste sur la partie équipement et fonctionnement, on arrive à 4 tonnes de CO2 par personne. On a pas mal d'équipements, pas mal de produits chimiques qui sont achetés, etc. Et puis, il y a un labo à Paris, laboratoire Jean Perrin, qui a fait cette estimation. Ils arrivent à 2 tonnes de CO2 par personne. Donc, comment est-ce qu'on peut réduire tout ça? Alors, je ne vais pas avoir le temps de discuter de tout, mais j'aimerais parler de l'exemple du transport aérien. Et j'ai essayé de faire un classement en fait des différents types de mesures qui pouvaient être prises, à la fois en recherche et en enseignement, en les classant finalement on va dire probablement des moins efficaces aux plus efficaces, en tout cas des moins contraignantes aux plus contraignantes. Donc on peut commencer par faire de la sensibilisation. La sensibilisation, c'est attention, quand tu prends l'avion, ça émet beaucoup de CO2. Alors ça, c'est un problème pour moi, c'est un problème si on fait que de la sensibilisation. Pourquoi? Parce que de suite, on a de la dissonance cognitive, de la culpabilisation, de la responsabilité individuelle, parce que d'un côté, on dit faut que tu sois un scientifique excellent, donc il faut que tu fasses des conférences où on te dit pour être un étudiant et pour avoir des chances d'avoir un bon emploi, il faut que tu ailles montrer une expérience à l'étranger. Et puis d'un autre côté, on te dit ouais, mais si tu prends l'avion, c'est mal. Donc ça donne une espèce de dissonance cognitive qui est pas forcément simple à gérer, je pense. Et la deuxième étape, qui peut aller avec cela, c'est de commencer par enlever des incitations à prendre l'avion.
Donc, par exemple, pour des scientifiques, c'est déjà que les conférences internationales ne soient plus mentionnées dans notre curriculum vitae ou dans le bilan de carrière. Et puis qu'on n'a plus non plus de financement qui doivent dépendre du fait qu'on prenne l'avion lorsqu'on a parfois certains contrats ou projets avec des pays. Pour l'enseignement, ça pourrait être d'arrêter de faire une énorme publicité pour la mobilité internationale, hein, sans l'interdire, mais juste de ne pas faire forcément de la pub, et également que ça ne devienne pas une obligation pour le diplôme, parce que c'est le cas actuellement dans beaucoup d'écoles. Après, l'étape d'après, on peut commencer par aussi faciliter les alternatives. Donc, par exemple, lorsque quelqu'un doit ou veut aller quelque part, il y a les services qui s'occupent des voyages qui vont fournir, par exemple, directement faire les recherches pour donner les infos pour le voyage en train. Pour les étudiants, ça peut être le service de mobilité internationale qui va fournir de manière extensive toutes les informations sur les voyages en train pour que ça devienne vachement plus facile. Parce qu'actuellement, si vous voulez aller au Danemark et que vous êtes en France, vous galérez en fait pour trouver les infos. Donc, c'est une possibilité aussi, et puis de privilégier des partenariats dans les universités européennes. Après, on peut aller à l'étape d'après, qui va être carrément de l'incitation du point de vue monétaire ou du confort, avec par exemple, pour la recherche, dire si tu prends le train, tu auras un billet de première classe. Par contre, si tu prends l'avion, ce sera forcément seconde classe. Ou pour les étudiants, des conditions sur les bourses, puisqu'il y a des bourses pour faciliter les trajets et la mobilité. Après, il y a carrément à un moment donné la proposition de quotas carbone. Alors les quotas carbone, lorsqu'on avait préparé la COP2, l'édition précédente avec des étudiants, il y avait des étudiants qui avaient carrément fait cette proposition à laquelle moi je n'avais jamais pensé, en disant on n'a qu'à faire des quotas pour la mobilité internationale dans notre établissement. Et puis à noter qu'il y a un laboratoire en France, qui est le laboratoire L'Océan, qui a décidé de réduire ses émissions très fortement et qui, du coup, a instauré des quotas carbone pour la mobilité de ces chercheurs. Ces quotas vont aller décroissant jusqu'en 2030 pour diminuer leur impact carbone, avec des conditions, des exceptions pour tenir compte des spécificités, que les jeunes parfois ont besoin d'aller faire des conférences internationales et tout ça. Mais globalement, la règle de base, c'est celle des quotas décroissants jusqu'en 2030. Et puis après, de plus en plus contraignant, on peut passer à un régime par autorisation, c'est-à-dire que par défaut, on ne prend pas l'avion. Mais par contre, pour des raisons spécifiques qui sont après étudiées, soit par la direction du laboratoire, les tutelles, ou dans le cas des enseignants par les établissements, on peut dire, du coup, tu peux aller prendre l'avion. Et puis après, il y a l'interdiction pure et simple, c'est-à-dire en recherche, ça pourrait être les billets d'avion qui sont non remboursés, ou en enseignement, quand on n'est plus, par exemple, de partenariat avec des universités qui sont sur d'autres continents. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de tout le panorama de ce qu'on pourrait faire en fonction de l'ambition qu'on a de réduction. Donc là, tout ça, c'était en fait ce que j'appellerais les impacts directs de la recherche. Mais en fait, quand on fait de la recherche scientifique, on ne fait pas juste émettre du carbone, on travaille sur certaines thématiques et qui, dans certains cas, vont contribuer au business as usual. Alors, comment? Je vais vous donner quelques petits exemples. Ici, vous voyez, c'est une citation d'Antoine Petit, le PDG du CNRS. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit « Investir aujourd'hui dans la recherche, c'est aider la France et l'Europe à gagner les guerres et les combats actuels, la création d'emplois et de valeurs, et participer à la numérisation du monde au bénéfice du plus grand nombre. » Quand vous lisez ça, en fait, vous ne pouvez pas vous dire que la science est neutre. Ce que vous lisez là, c'est un projet politique. Numériser le monde, alors on peut en penser ce qu'on veut, que c'est bien, que c'est mal, mais numériser le monde, c'est un projet politique. Créer de la valeur économique, c'est un projet politique. Donc là, on est en train de dire, voilà, quand vous investissez de la recherche, c'est ça les objectifs que l'on a pour les scientifiques. Vous voyez ce commissaire européen là, qui nous dit que là aussi, investir dans la recherche, c'est pour créer une économie européenne forte, durable et concurrentielle. Donc là aussi, le vocabulaire de la guerre, le scientifique, qui est quelque part le soldat, le petit soldat de la guerre économique. Vous pouvez aussi voir cet exemple ici, c'est le recensement de mots-clés que j'ai recensés dans l'appel à projet de l'ANR, c'est l'Agence nationale pour la recherche, qui va financer
de nombreux laboratoires en France sur de nombreuses thématiques. Alors vous voyez, textile intelligent, nano-innovation, intelligence artificielle, cloud, robot, Internet des objets, big data, véhicules autonomes. Voilà. Vous allez trouver tout ça. Vous allez trouver, bien sûr, j'ai fait des sélections, hein, vous allez trouver quelques petites choses qui sont relativement sympathiques, mais par exemple, vous ne trouverez pas une seule fois dans tout cet appel au projet, une seule fois, le mot low-tech, par exemple. Donc non, les scientifiques et la science, de par le choix de leur activité scientifique, ne sont pas neutres. Okay, et on a des incitations à aller dans une certaine direction. Et quand on regarde tout ça, on a en fait un grand nombre, peut-être pas la totalité, encore une fois, je ne veux pas être caricatural, mais un grand nombre de thématiques qui vont finalement conduire à augmenter la consommation énergétique, à alimenter la croissance économique, à renforcer nos dépendances aux machines et à détruire le lien social. Donc ça pose la question, à l'heure de l'Anthropocène, de quelle recherche scientifique on veut. Et donc j'en profite pour parler de ce projet qui vient de l'association Sciences Citoyennes, également d'Ingénieurs sans frontières et de la Técopole, qui est un projet qui s'appelle Horizon Terre, hein, vous avez le lien ici, et qui propose aux citoyens de discuter des priorités de la recherche scientifique. Donc si vous voulez, c'est un peu l'équivalent de la Convention citoyenne pour le climat, c'est-à-dire donner la parole aux citoyens pour qu'ils discutent de recherche scientifique. Donc, c'est une expérience qui est en cours et vous pouvez, je vous invite à participer à cette expérience. Alors, autre chose qu'il faut savoir lorsqu'on discute de la science à l'Anthropocène, c'est que quelque part, l'approfondissement des connaissances est par nature énergivore. Pour le dire simplement, en fait, toutes les découvertes qui nécessitent peu de moyens et peu d'énergie, on les a déjà faites. Ce qui nous reste à découvrir, c'est des choses qui nécessitent beaucoup plus de complexité. Donc, par exemple, la découverte de l'électron, peut-être que ça, on l'a faite avec 1000 tonnes de CO2. Pour la découverte du boson de Higgs, il nous en faut 400 000 tonnes. Ça, c'est la physique fondamentale. Mais si vous réfléchissez à la médecine, pour gagner 10 ans d'espérance de vie, bon, il faut des choses simples, du savon, de l'hygiène, etc. Peut-être un peu d'alcool pour la chirurgie, éventuellement des produits pour l'anesthésie, etc. Mais si vous voulez gagner de 70 à 80 ans, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Des chimios super compliqués, des IRM, des scanners, de la chirurgie de pointe, etc. Et donc, finalement, c'est ce qu'on appelle les rendements décroissants dans le domaine de l'économie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, plus vous progressez, plus vous avez besoin d'énergie pour alimenter un certain nombre de choses. Et par exemple, on peut noter, hein, juste dans le domaine de la production d'énergie, parce que c'est quand même un peu crucial à l'heure de l'Anthropocène, toutes les méthodes de production d'énergie qu'on utilise et dont on discute, c'est des choses qui ont été découvertes, il y a parfois plus d'un siècle. Ou d'un siècle. Il n'y a pas eu de découverte fondamentale dans la production d'énergie depuis extrêmement longtemps. Et ce qui pose une question qui nous anime vraiment beaucoup, nous, au sein de la Técopole, c'est finalement quelle recherche scientifique dans un monde en décroissance énergétique? Et est-ce que nous, scientifiques, on ne continue pas à trouver actuellement, là, uniquement parce qu'on est dans la civilisation du pétrole et qu'on a à notre disposition une quantité d'énergie qui croît de plus en plus? Mais qu'est-ce qui se passerait si jamais on allait vers une trajectoire qui est plus soutenable avec de la décroissance énergétique? Quelle recherche, à ce moment-là, on ferait? Je ne vais pas reparler de l'effet rebond, leur expliquer, parce que Philippe Bouix l'a fait très bien et en détail hier. J'aimerais juste rajouter quelque chose par rapport à l'effet rebond que la plupart d'entre vous connaissent. Donc, l'effet rebond, c'est un problème pour les scientifiques parce que nous, souvent, les scientifiques, on va aller chercher à augmenter l'efficacité, les rendements, les trucs comme ça. Et puis, on s'aperçoit qu'en fait, quand on fait ça, ça va conduire globalement à une augmentation de la consommation énergétique globale. Ce sur quoi j'aimerais vraiment insister, c'est que l'effet rebond, c'est pas une loi de la physique, c'est pas un truc inéluctable. L'effet rebond, c'est la conséquence de deux choses. Le premier, c'est une conséquence de nos choix politiques dans notre société, et c'est le fait qu'on est dans une société où l'énergie est disponible en abondance. Avec deux contre-exemples. Le premier, c'est avant la révolution industrielle, quand l'énergie n'était pas disponible en abondance, il n'y avait pas d'effet rebond. Là, il y a de l'effet rebond parce qu'en fait, quand on a besoin de plus d'énergie pour plein de choses, ben, juste on a à creuser, on l'extrait et on l'a. C'est soit le charbon, soit le pétrole. Donc l'énergie, quelque part, elle est quasiment gratuite dans notre société. Donc c'est une des choses qui rend possible l'effet rebond.
La deuxième, c'est nos choix politiques, c'est-à-dire que même dans une société où l'énergie serait disponible en abondance, avec des choix politiques qui mettent, par exemple, qui questionnent les technologies, on peut faire supprimer l'effet rebond. Et n'en déplaise à notre président, moi j'ai une certaine sympathie pour les Amish, puisque les Amish sont une société dans laquelle il n'y a pas d'effet rebond, puisqu'ils ont développé une société dans laquelle on questionne les technologies et le rôle qu'on veut leur donner. Et donc, moi, en tant que chercheur scientifique, je serais vachement plus à l'aise de faire de la recherche dans une société amish, ou pas forcément les amish, parce que c'est pour des raisons religieuses que je ne partage pas, mais dans une société dans laquelle on a des moyens de contrôle citoyen et démocratique des technologies, que dans notre société actuelle. Faire la recherche scientifique dans notre société actuelle, ça pose des cas de conscience assez importants, je trouve. Et puis, il y a quelque chose dont j'aimerais parler, hein, dans lequel on baigne, alors particulièrement dans le milieu scientifique, mais également chez les citoyens, c'est le mythe du progrès. Donc, que je résumerai comme ça, hein, le mythe, c'est que l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire d'une complexification de nos technologies, qu'on va appeler le progrès, qui a conduit à une amélioration continue des conditions de vie des humains. Et donc, si vous voyez l'histoire vue par les sciences dures, hein, c'est, vous voyez, l'espérance de vie qui fait ça, et la glorieuse épopée du progrès conduite par les valeureux scientifiques et les talentueux ingénieurs. Ça, c'est le mythe du progrès. En fait, quand vous regardez l'histoire vue par les archéologues ou les historiens, ça n'a rien à voir avec tout ça. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, hein, ce serait beaucoup trop long, mais je voudrais juste donner un exemple quand même. Entre le 5e siècle, donc la chute de l'Empire romain, et le début du 20e siècle, on a assisté à 15 siècles de diminution de l'espérance de vie et d'augmentation du temps de travail. OK ? En fait, la complexification technologique n'a jamais réussi à compenser en fait, les effets secondaires qui allaient avec cette complexification, qui étaient l'augmentation de l'urbanisation des échanges, qui augmentait les maladies. Donc, en une période de pandémie mondiale, comme ça, je pense que c'est quand même utile de le rappeler. Toute l'histoire du Moyen-Âge, c'est une augmentation des maladies dues à l'augmentation des urbanisations et des échanges. Et finalement, on a réussi à inverser cette tendance uniquement relativement récemment avec le pactole énergétique et la médecine moderne. Donc, et ça nous fait croire là qu'on est sur quelque chose qui est inéluctable, qu'on appellerait le progrès. Mais en fait, tout ça, c'est quand même largement dû au pactole et au trésor de guerre, hein, des énergies fossiles. Donc ça, c'est la partie, tout ce qui va inciter finalement les scientifiques à participer au business as usual. Et nous, à la Techopole, on a décidé que, partant du principe que de toute façon les scientifiques ne sont pas neutres, nous ne sommes de toute façon pas neutres, qu'on allait avoir une posture qui consiste à lutter contre le business as usual au lieu d'y participer, ou en faisant les deux à la fois parfois. Mais on a une certaine part de nos activités qui est de lutter contre. Et donc, je vais l'illustrer. Donc, on n'est pas tout seul, hein, mais c'est juste pour l'illustrer avec ce qu'on fait. Donc, les différentes choses qu'on peut faire pour lutter contre le business as usual, c'est d'abord documenter et penser la crise environnementale. Donc, on organise de nombreux séminaires à destination du grand public sur donc, pas mal de choses. Hein. Vous avez toute une liste ici, vous pouvez retrouver sur notre site web. Certaines de ces conférences ont été filmées, d'autres, il y a eu des comptes rendus écrits. Donc voilà, si vous voulez vous documenter au sujet de la crise environnementale et réfléchir, vous avez toutes ces choses qui sont présentes sur le site. Et également, des premiers séminaires qu'on a organisés, hein, donc il y a 2-3 ans, est tiré un film qui s'appelle L'âge de l'Anthropocène par le réalisateur Gouar Greff, et qui est disponible sur YouTube, qui est une très bonne base pour faire des débats, c'est-à-dire projection, débat. Donc, on a organisé pas mal ça avant le Covid dans les salles de cinéma de Toulouse. C'est vraiment un chouette film de vulgarisation, de prise de conscience pour des gens qui sont pas forcément au courant. Donc, voilà, vous pouvez l'utiliser, c'est en libre accès. Parmi les luttes, on essaie de lutter contre le greenwashing et de réfléchir au rôle des technologies. Donc, on a écrit pas mal de textes de réflexion là-dessus, autour de l'avion hydrogène, du véhicule autonome, de la 5G, etc. Et puis, on essaie de mettre nos collègues en mouvement. Donc, je pense qu'en tant qu'étudiant, parfois, vous vous sentez
un peu minoritaire, avoir dans la prise de conscience, de l'urgence écologique. Soyez rassurés. Alors, enfin, je ne sais pas si c'est rassurant, mais dans les laboratoires, c'est un peu pareil. Et donc, on essaye, dans la mesure du possible, de mettre nos collègues en mouvement. Donc, on a écrit des textes à ce sujet sur le rôle de la recherche publique, par exemple, dans la crise écologique. Et puis, on est en lien avec les autres collectifs, hein, notamment, par exemple, on a soutenu par une note d'information qui a été versée au procès les militants climat qui s'étaient introduits sur le tarmac de l'aéroport de Bordeaux. Après, une autre chose, donc là, je vais parler de quelque chose qui est plus personnel, c'est après avoir lu les livres de Philippe Bouix il y a plusieurs années, et puis avec un collègue, hein, Sébastien Lachaise, on a réfléchi pendant longtemps, savoir, nous, en tant que scientifiques, est-ce qu'on avait un rôle à jouer dans le domaine des low-tech? Est-ce que, finalement, il y avait un intérêt à faire de la recherche scientifique en low-tech? On a longtemps réfléchi à ça avant de se lancer. On a écrit un petit article qui explique qui donne nos réflexions à ce sujet. Et bon, déjà, je voudrais vous présenter notre définition des low-tech. Alors, il y en a plein, mais nous, on a convergé vers une définition. Donc, on considère qu'une technologie est low-tech si c'est une brique élémentaire d'un système technique d'une société qui est pérenne, équitable et conviviale. Et les trois mots ont leur importance pour nous pour définir ce qu'est une technologie low-tech. Et donc à ce sujet, donc Simon en a parlé, je le remercie. Une des choses que j'ai faites pour, en tout cas, réfléchir au low-tech, c'est de commencer à réfléchir aux sociétés du passé, c'est-à-dire déjà voir pendant toutes les décennies où les siècles pendant lesquels les humains n'avaient pas d'énergie fossile à disposition, quelles étaient les technologies qu'ils utilisaient, est-ce que là-dedans, il y a des choses qui sont intéressantes, inspirantes, etc. Et donc, vous pouvez trouver le premier tome qui décrit ces technologies, c'est en libre accès, hein, donc vous pouvez y avoir accès, l'imprimer, le partager, etc. Et aussi une réflexion qui est en cours, donc il y a la moitié d'un tome qui est écrit sur la pérennité des sociétés pré-industrielles. Donc là aussi, c'est en libre accès. N'hésitez pas à lire et partager si vous êtes intéressé par cette thématique. Et après toutes ces réflexions, on a décidé, nous, de se focaliser sur un projet. On avait plein d'idées, beaucoup plus que ce qu'on était capable de faire, mais on a décidé de se focaliser sur une chose. Un exemple, c'est le solaire à concentration. Et avec cette question qui nous anime, parce qu'on n'a pas la réponse, c'est le solaire à concentration est-il une technologie low-tech? Le solaire à concentration, ce n'est pas du photovoltaïque, c'est des choses qui sont uniquement basées sur l'utilisation de miroirs. Okay, donc, avec du solaire à concentration, en théorie, on peut faire plein de trucs, de la poterie, de la transformation alimentaire, de la cuisine. On a une thèse en cours, Bastien, si tu nous écoutes, petit coucou, sur la métallurgie solaire, la verrerie, la fabrication de biochar, de charbon de bois, de la forge, etc. Et on aimerait réfléchir à cette technologie, la complexité des outils, le temps de travail nécessaire, les usages, l'énergie, les impacts environnementaux, les ressources, la maintenance, le savoir-faire, la pérennité, la convivialité. En bref, on essaye de voir et d'essayer d'avoir une approche scientifique à peu près objective des low-tech. Voilà. Et j'en arrive à la dernière partie donc, qui m'a été demandée par Simon, c'est de discuter du rôle des étudiants, bon, plus largement des citoyens, mais ici on a la COP2, donc des étudiants, et la question qu'on nous pose souvent du que faire. Alors, la première chose que j'aimerais partager avec vous, je vous ai montré que, en tant que scientifique, nous, on était incités à travailler pour le business as usual. Vous, étudiants, qui êtes des futurs travailleurs, il faut que vous soyez conscients d'une chose, c'est que le business as usual a vraiment besoin de vous et va vous inciter, dans les années qui viennent, à travailler massivement pour le business as usual par tous les moyens possibles. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une certaine perte de sens sur les métiers dans l'enseignement supérieur. On nous propose généralement beaucoup de métiers qui sont destinés à travailler pour le business as usual. Et donc, je pense que ce phénomène-là n'est pas du tout passé inaperçu pour les entreprises
qui, dans les années qui viennent, vont faire ce que j'appellerais moi du sense washing, c'est-à-dire à tout prix vous persuader que lorsque vous allez travailler dans leurs entreprises, vous allez y trouver du sens. Donc là, j'ai pris quelques exemples sur Internet. Danone, Total, la Caisse d'épargne, un fabricant de béton et ici une entreprise qui développe la capacité d'innovation des startups. Donc tout ça, les mots-clés sont un sens pour votre vie. Donc ça veut dire qu'on a quand même beaucoup d'activités professionnelles qui n'ont en fait actuellement pas de sens, qui sont destinées à travailler pour le business as usual. Et en fait, pour que ceci, pour redonner un sens à nos métiers, à nos vies, c'est notre société qui doit changer. Donc la question, c'est comment est-ce que maintenant on fait une transition vers une société qui est pérenne, équitable et conviviale. Alors souvent on parle d'action, mais la première chose dont j'aimerais vous parler, c'est d'abord de la puissance de la non-action. Donc, avec cette fameuse phrase, hein, « Je préférais ne pas »,« I would prefer not to », issue de ce roman du 19e siècle, Bartleby le Scribe. Le scribe c'est un scribe qui est embauché, et puis qui progressivement, chaque fois que son patron va lui demander quelque chose, de plus en plus, il va dire « Ah non, je suis désolé, je ne vais pas le faire, I would prefer not to ». Puis il finit par ne plus rien faire et même refuser sa démission. Et donc, il y a plein de choses déjà qu'on peut commencer par refuser. Et pour refuser, il faut déjà prendre conscience des choix, déjà une partie des choix qu'on laisse délibérément à d'autres que nous. C'est-à-dire, par exemple, pour l'enseignement, la matière qu'on va étudier à 9h30, elle n'est pas décidée par les étudiants, elle est décidée par les enseignants. Ce qu'on va manger à midi, c'est le resto U. Le conjoint qui va nous correspondre, c'est Tinder. Les informations qui sont censées nous intéresser, elles vont être choisies par un algorithme, etc. Et puis de toutes les injonctions sociales qui sont en contradiction avec une société pérenne, équitable et conviviale, il y en a plein. J'en ai listé quelques-unes, il y en a plein. Et donc la première chose, c'est déjà arrêter avec cette histoire de on n'a pas le choix. Si, on a le choix dans pas mal de choses qu'on fait dans notre vie. Et déjà, refuser certaines choses qui nous sont proposées, c'est déjà un premier pas en se disant, pour prendre soin de notre planète, la première chose, c'est peut-être déjà de ne pas lui nuire. Donc ça nécessite de finalement remettre l'éthique au cœur de notre vie quotidienne et faire ce qui nous semble juste plutôt que des choses qui ressemblent, qui suivent une certaine norme sociale. Pour ça, j'aimerais prendre deux exemples que j'aime bien. Hein. C'est donc probablement certains parmi vous savent qu'il y a un mouvement de remise en question des enseignements dans l'enseignement supérieur, en tout cas dans les écoles d'ingénieurs, qui a démarré initié à Lyon il y a quelques années, qui a donné lieu à ce film que peut-être beaucoup d'entre vous parmi vous ont vu, qui s'appelle Ingénieurs pour demain. Quand on discute avec les gens de l'INSA Lyon, on s'aperçoit qu'en fait ce mouvement a commencé dans le département de génie civil, avec les étudiants qui disaient qu'en fait, quelque part, ils préféraient ne pas apprendre à faire des bâtiments en béton. Ils avaient envie d'autre chose à l'ère de l'Anthropocène. Et finalement, quand on regarde notre exemple, hein, c'est le mouvement pour un réveil écologique, quand on lit le manifeste et quand on voit quels sont les projets en cours, en fait, ce qui motive ce mouvement, hein, de mon point de vue, c'est je préférerais ne pas avoir un travail qui contribue à détruire notre planète et donc de mettre tout en œuvre pour pouvoir avoir les moyens de refuser ça. Parce que c'est compliqué, on a toutes et tous actuellement besoin d'avoir un travail pour vivre, hein, largement. Donc ça, c'est la non-action. Et après, il y a l'action. Et alors, donc il y a beaucoup de gens, hein, quand on discute, qui disent la tâche est immense, en fait. Oui, c'est un peu, Frédéric Durand le disait lors d'une des premières confs, on a très peu de chances de réussir. Et pourtant, quand on lit la biographie de gens je sais pas, comme par exemple Paul Watson, qui est le fondateur de Sea Shepherd, là, dont je lisais le livre la semaine dernière, en fait, lui, il a passé quand même 40 ans de sa vie à vouloir sauver des dauphins et des baleines, quitte à couler des baleiniers et tout ça. Et en fait, quand on le lit, il dit on a extrêmement peu de chances de réussir. Et pourtant, lui, c'est corps et âme, il s'est dévoué à cette cause parce que cette cause, elle est juste et que de toute façon, on n'a pas le choix. Et moi, à titre personnel, ce qui me met dans l'action, et je pense que chacun y trouvera son moteur, c'est que pour moi, l'histoire, elle n'est pas écrite. En se penchant sur à la fois ce qui se passe autour de nous, en se penchant sur l'histoire, on s'aperçoit que de grandes modifications sociales, hein, que ce soit la fin de l'esclavage, le droit des femmes, les mouvements d'indépendance ou les mouvements de reforestation en Afrique,
sont dus à un moment donné à des citoyens qui se sont mis en mouvement. Alors forcément, vous comme moi, on est dans l'Europe moderne, dans laquelle on n'a plus senti depuis longtemps la force qu'elles pouvaient avoir les citoyens pour infléchir le cours de l'histoire. Mais on a vu que par le passé, c'était possible, et on voit autour de nous, dans d'autres pays, qu'il y a des choses qui se passent et qui sont possibles. Et donc, je pense que, en tout cas, à titre personnel, moi, ce qui me met en action, c'est de dire l'histoire n'est pas écrite et on peut participer chacun à notre mesure à cette histoire. Parce que souvent, l'histoire retient, on va dire, les leaders ou leaders charismatiques, mais par exemple, dans le cas des mouvements des droits civiques aux États-Unis, c'est aussi parce qu'il y a des millions d'Afro-Américains qui, à un moment donné, ont refusé de monter dans des bus, qu'ils ont pu avoir la victoire. C'est la même chose pour les suffragettes, c'est la même chose pour Gandhi, c'est la même chose pour Wangari Maathai, avec des milliers de femmes qui ont replanté des arbres autour de leur village. Donc, c'est participer à ces mouvements historiques qui me permet de me mettre en action. Alors après, que faire? Alors, je vous ai fait un petit cadran pour les différentes choses qu'on peut faire en les classant. Alors d'abord, les choses qui sont à l'intérieur du système et les choses qui sont à l'extérieur du système. Et les choses qui sont avec des changements de règles du jeu et les choses qui sont avec le changement au sein des acteurs. Alors, on peut commencer par dire, ben voilà, je vais être à l'intérieur du système et changer le comportement des acteurs. Donc là, ça va être tout ce qui va être l'évolution de la politique des acteurs privés et publics, avec l'éthique, les startups, la RSE, etc., dont on peut influencer la trajectoire par plusieurs manières. Donc, bien entendu, le plus classique, c'est la consommation individuelle, mais également le choix de son activité professionnelle, c'est-à-dire, allez, je vais aller chez Danone et puis je vais changer la manière dont Danone fonctionne, mais également le lobbying, qui permet de faire pression sur des acteurs ou des entreprises, des acteurs publics parfois, pour infléchir leur politique. Alors après, on peut se dire, les acteurs ont une certaine marge de manœuvre, mais ils doivent suivre certaines règles. Donc c'est bien si on arrive à changer ces règles-là. Et donc, dans ces cas-là, on va essayer de faire changer les lois, les réglementations, militer pour une taxe carbone, militer pour le revenu universel, comme l'ont proposé les écolos humanistes hier. Donc ça nécessite soit un engagement politique, soit de faire du lobbying, hein, par exemple, aller faire du vélo autour de l'Assemblée nationale, comme c'est fait actuellement. Et puis, il y a aussi la possibilité de se dire, mais tout ça, c'est le système qui actuellement détruit le monde. Moi, j'ai envie de créer autre chose, de participer à faire un autre système à côté. Et donc là, on est dans tout ce qui va concerner l'évolution de la sphère non marchande, le bénévolat, l'associatif, créer d'autres règles, d'autres systèmes sans être imaginer un autre monde. Et donc, tout ça, c'est dynamique, c'est possible. Et puis, il y a la possibilité de dire aussi ces règles du jeu doivent changer, mais en fait, par l'intérieur, c'est pas possible tant que c'est trop sclérosé. Si on fait pas pression sur le système de l'extérieur, ça marchera pas. Et donc là, on a toutes les choses qui sont autour de la désobéissance civile, des ZAD, de l'action directe, c'est-à-dire comme ce que fait Sea Shepherd en coulant des baleiniers, par exemple, qui conduisent à un changement de système. Et je pense qu'il est assez stérile, en fait, de vouloir se dire, est-ce qu'il y a une de ces quatre voies qui est préférable, meilleure que les autres, etc. À mon avis, toutes ces voies-là sont utiles, elles participent toutes, et de toute façon, à partir du moment où l'histoire n'est pas écrite, on ne sait pas, on ne peut pas prédire. Donc, ne réfléchissons pas trop, on a toutes ces voies qui sont possibles, ça fait beaucoup de choses qui sont envisageables, et puis on peut en faire plusieurs. Hein. Moi, à titre personnel, je fais ces trois trucs-là, je ne fais pas celui-là, mais je fais ces trois choses-là. Et donc, dernière, on va dire, réflexion sur, une fois qu'on a décidé de se mettre en mouvement, en action, je dirais la chose numéro 1, vraiment la toute première, c'est se rassembler, pas rester dans son coin. Il suffit d'être, on peut être 2, hein, comme les écolos humanistes qu'on a vus hier, on peut être 10, on peut être 30, on peut être 50. Pas être trop nombreux au départ parce que sinon c'est difficile de s'organiser. On voit ce que les étudiants ont réussi à faire avec la COP2 aujourd'hui, voilà. Se rassembler, se mettre en mouvement, ne pas rester tout seul, c'est déjà pour moi hyper important. Et puis je dirais se documenter. Moi, je pense que c'est vraiment hyper important pour sortir un peu de la naïveté écologique, de vraiment pouvoir vraiment réfléchir profondément à la situation, sans attendre les cours, se documenter en profondeur, notamment pour pouvoir débusquer partout où il est le greenwashing et le technosolutionnisme. C'est parfois hyper compliqué.
d'aller débusquer parfois c'est simple, hein, je vous l'accorde, c'est hyper caricatural, mais des fois, le greenwashing ou le technosolutionnisme, c'est compliqué. Et donc, ça nécessite quand même de se renseigner, de se documenter. Et puis, lorsqu'on se documente, se pencher aussi sur notre histoire et notre culture, ça me paraît hyper important. Nous sommes une culture, la culture occidentale, patriarcale, colonialiste, capitaliste, violente, et on a érigé la domination, que ce soit des femmes, des enfants, des étrangers, des pauvres, des élèves, des étudiants, de la nature, des renégats, en principe de civilisation. Donc savoir d'où l'on vient pour sortir de tout ça et imaginer autre chose, ça me paraît important. Et puis, dernière chose, peut-être, ne pas forcément toujours croire au tous ensemble, hey, hey, parce que il y a beaucoup de forces qui vont s'opposer au développement d'une société qui soit pérenne, équitable et conviviale. Il faut le savoir. Donc, tout le monde ne s'embarquera pas dans ce bateau-là. Des gens défendront leur propre intérêt. Souvent des gens qui vont avoir des pouvoirs économiques, politiques, policiers, etc. Donc, je pense que l'écologie est un sport de combat. Donc, c'est une lutte, de mon point de vue, que nous sommes en train d'entreprendre avec différentes tactiques, différentes stratégies, de la coopération, de la diplomatie, mais également de la lutte contre des forces contraires. Et puis la dernière chose, ce sera mon dernier transparent et après je vais m'arrêter pour discuter avec vous. Il y a aussi, là où nous sommes, dans les établissements d'enseignement supérieur, imaginer d'autres manières d'être et d'apprendre. Moi, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant, hein, on le voit dans les établissements d'enseignement supérieur, c'est que nombreux, très nombreux, sont les enseignants qui sont finalement complètement ignorants en matière de catastrophes environnementales. Donc, c'est quand même largement l'occasion de réfléchir au rapport entre enseignants et étudiants. Ça veut dire quoi être enseignant si finalement on n'en sait pas plus que l'étudiant au moment où on se dit là, il faut qu'on réfléchisse tous ensemble et qu'on se forme à ces enjeux-là. Donc, c'est peut-être l'occasion de réfléchir à tout ça. Moi, je voudrais partager une expérience qui me plaît vraiment beaucoup, qui est en cours. C'est une expérience pédagogique à l'INSA de Toulouse, hein, qu'on a appelé le parcours Sapiens, semestre d'apprentissage par projet à l'initiative des étudiants. C'est un semestre avec un emploi du temps très allégé, dans lequel les étudiants peuvent faire un projet qui fait sens pour eux, ceux qui choisissent. Et donc, cette année, plusieurs étudiants qui proviennent de différentes spécialités, différents départements, ont réfléchi autour de l'éolienne Pigot, c'est une éolienne autoconstruite. Et donc, ça les a conduites pendant tout ce semestre-là à avoir une réflexion sur l'hélotech, faire de la modélisation mécanique électrique, la gestion de chantier, l'évaluation des risques, des analyses de cycle de vie, etc. C'était super chouette pour eux, c'était super chouette pour les enseignants parce qu'on a appris plein de choses. Et puis, à titre personnel, je crois vraiment à de nouvelles manières d'enseigner, revoir une nouvelle relation de confiance entre les enseignants et les étudiants, une nouvelle manière d'acquérir les savoirs, notamment plus en co-apprenant ou en co-construisant les savoirs, avoir plus de liberté dans les choix des projets et surtout apprendre à apprendre, c'est-à-dire dans ces enjeux qui sont hyper compliqués, qui changent tous les ans, dans lesquels on a des nouvelles technologies, dans lesquels de toute façon les enseignants n'ont pas le temps de se mettre à jour souvent. Du coup, apprendre soi-même et avoir la liberté d'apprendre au sein des établissements d'enseignement supérieur, ça me paraît être quelque chose qui vaut la peine d'essayer d'être mis en place et voire de demander aux établissements. Voilà, je vais m'arrêter là. J'ai été un peu long comme prévu. J'en suis désolé. J'avais vraiment envie de partager toutes ces réflexions avec vous. J'espère que ça vous a pas trop ennuyé. Et du coup, je vais arrêter de partager cet écran et prendre des questions et discuter avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julien. C'était une super conf. Je fais un petit point par rapport aux solutions. Merci beaucoup d'avoir proposé quelques solutions. Et ça fait plaisir surtout de voir que dans vos solutions, il y a aussi un des points avec la COP qu'on essaie de faire lors de ce festival, c'est de documenter, de sensibiliser au maximum le plus de personnes sur toutes ces questions qui sont très importantes selon nous. Donc, merci beaucoup. On a pu récupérer quelques questions qu'on va pouvoir vous poser. Alors, on a pas mal de questions. On va malheureusement pas pouvoir répondre à toutes ces questions parce que on a encore des conférences qui suivent derrière. Donc, la première question, c'est
Est-ce que la science d'aujourd'hui ne pourrait-elle pas contribuer à aller vers une décroissance en découvrant, imaginant de nouvelles manières de faire vivre? De nouvelles manières de faire vivre. Euh, alors, je pense que pour les nouvelles manières de faire vivre, moi, c'est vraiment pas à la science que je ferais vraiment confiance. Enfin, je pense que vraiment sur les manières de vivre, on n'a pas forcément besoin de science. Sur la manière de mettre tout ça en musique, c'est-à-dire de dire, ben, en fait, pour la manière de vivre que j'imagine, ben, j'ai besoin de tels outils, etc. Donc là, on a besoin de la technique, hein, on a besoin éventuellement de la science. Mais pour imaginer une nouvelle manière de vivre, non, je pense qu'on n'a pas forcément besoin de la science. Là, on a surtout besoin d'un nouveau rapport à notre imaginaire, notre culture, de nouveaux récits, hein, comme ça a été souvent dit dans certaines confs hier. Merci pour cette réponse. Donc la prochaine question, produire de la connaissance, faire de la recherche est aujourd'hui culturellement considéré comme vertueux pour nos sociétés. Besoin de comprendre le monde qui nous entoure, besoin d'innover pour être plus concurrent. Vos analyses remettent-elles en question pour vous ces besoins d'activité de recherche et si oui, à quel point? C'est une question hyper compliquée et vraiment qui nous anime au sein de la Técopole et donc une question qui nous taraude depuis quasiment qu'on s'est créé. Ça fait 2 ans qu'on discute de cette question. Et en fait, très franchement, j'aurais vraiment envie à ce sujet-là d'avoir des débats citoyens autour de tout ça. C'est-à-dire, il y a des questions passionnantes. Je veux dire, on peut se poser la question, est-ce que finalement, l'origine de la vie sur Terre, est-ce qu'on a été fécondé par un astéroïde ou pas? Est-ce qu'il y a eu de la vie sur Mars? Ouais, c'est des questions passionnantes. Je veux dire, on a envie d'avoir les réponses, on est curieux. Enfin, je veux dire, ouais. Et en même temps, en face, il y a tous les impacts environnementaux de la réponse à ces questions. Et puis, c'est des questions sans fin. Enfin, je veux dire, par exemple, la physique des particules, c'est un truc, en fait, c'est sans fin. Quand on aura retrouvé une particule, ben, il y aura. Et donc, finalement, les connaissances sont infinies. En fait, voilà. On est dans un monde, la science, on est dans un monde où les connaissances, la précision peut toujours être améliorée. C'est-à-dire, une fois que vous avez compris un truc en science, vous avez toujours pas compris un autre truc qui est plus compliqué. Donc, vous pouvez aller tout droit et ne jamais vous arrêter. Jamais. Mais il y a face à ça les limites planétaires. Il y a l'énergie, il y a le réchauffement climatique. Et donc, peser la balance de ouais, il y a des questions super passionnantes qu'on se pose. Et en même temps, pour répondre à ces questions, on va devoir détruire quelque part, en partie ou beaucoup, plus ou moins, notre avenir. C'est chaud, en fait, de répondre à ces questions-là. Et donc, j'ai pas envie d'y répondre tout seul, en fait. Vraiment pas. Et j'aimerais bien qu'on en discute. Qu'on en discute et que les gens disent est-ce qu'on a envie de savoir s'il y a de la vie sur Mars ou pas? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, sur le chat, vous avez envie de savoir s'il y a de la vie sur Mars ou pas? Petit Alors, sondage. il y a un petit décalage souvent entre... Une autre question, alors, du coup? Du coup, alors il y a une question qui est un peu reliée. C'est comment concrètement imagineriez-vous un système de contrôle des technologies par les citoyens pour assurer de leur utilité, comme vous le mentionnez? Super question. J'adore. Moi, franchement, l'expérience de la conférence citoyenne sur le climat, moi, j'adorerais qu'il y ait la même conférence autour de la réflexion sur les technologies, en fait, vraiment. C'est-à-dire se dire, OK, on est dans l'Anthropocène, il y a l'urgence climatique, qu'est-ce qu'on drop et qu'est-ce qu'on garde? Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de raisonner en disant, on va augmenter le prix des trucs polluants, etc., etc. Non, il y a un moment donné, en fait, notre société, elle a évolué parce qu'à un moment donné, il y a des technologies qui rentrent. Personne n'a rien demandé, mais une nouvelle technologie qui rentre, mettons n'importe quoi, la voiture, le smartphone, on s'en fout. Elle modifie la société. La société se réadapte et recrée de nouvelles choses autour. Naturellement, enfin, sans personne fasse rien, mais on s'adapte, on évolue. À un moment donné, on voit qu'à l'heure de l'Anthropocène,
En fait, il faut qu'on fasse disparaître des trucs. Il y avait l'exemple dans je ne sais plus quel conf où quelqu'un disait la bouteille plastique. La bouteille plastique, il ne faut pas essayer de la rendre biodégradable, il ne faut pas essayer de la rendre plus chère, il faut juste la faire disparaître à un moment donné. Puis, c'est pas grave, on va se réadapter. Enfin, je veux dire, on décide qu'à un moment donné, cette technologie, on ne l'a pas. De la même manière qu'à un moment donné, une technologie est arrivée, on ne l'a pas, on va se réadapter. Personne ne va mourir de soif, hein. Il n'y a pas de souci, juste on va faire autrement, quoi. Donc, réfléchissons à ça et décidons à un moment donné de supprimer certaines technologies. Et là, encore une fois, moi, je n'ai pas envie de faire ça tout seul. Donc, réfléchissons collectivement à quelles technologies on fait disparaître, quels objets on fait disparaître, parce qu'on estime que le rapport coût-bénéfice, franchement, il est vraiment pas en notre faveur. On peut décider de ne plus avoir de jouets en plastique, par exemple. C'est un truc à la con, mais enfin, voilà, on peut avoir plein de jouets en bois, par exemple. Ou bien garder juste les Lego, parce que quand même, les Lego, c'est vraiment trop bien. Bon, j'en sais rien, voilà. Mais débattons de ces trucs-là pour un moment donné, comme chez les Amish. Eux, ils le font pour des raisons religieuses. Je ne les connais pas, les Amish. Je ne sais même pas pourquoi ils font ça, en fait. Mais ce que j'admire chez eux, c'est que, ouais, ils discutent, en fait. Ils disent, en fait, ils ont pris les téléphones portables et les téléphones portables ne rentrent pas dans les maisons. Ils sont utilisés uniquement, par exemple, à usage professionnel par les artisans pour être en contact. Voilà, ils ont décidé à un moment donné. Donc, moi, j'adorerais qu'on fasse ça. Ouais. Ne serait-ce qu'une expérience, même sans le gouvernement, quoi. Je veux dire, on s'en fout. Déjà, juste voyons ce que ça donne. On se met à 150 avec des citoyens, machin, on réfléchit aux technologies, juste pour voir ce que ça donne. Et on fait des propositions. Merci pour la réponse. Les caplas. La prochaine question. Le progrès aujourd'hui, c'est augmenter l'efficacité, la performance d'un objet. Si on change cette définition par le progrès, c'est d'augmenter la durabilité des objets avec des ressources renouvelables, par exemple. Pensez-vous que la recherche, l'innovation trouverait un nouveau souffle? Oui, alors je veux surtout pas donner l'impression qu'il faut jeter à la poubelle la recherche, l'innovation, la technologie, etc. Mais effectivement, le cadre dans lequel on est, les objectifs qu'on se donne, doivent radicalement changer. C'est pour ça que, à titre personnel, voilà, j'ai longuement réfléchi en me disant, voilà, qu'est-ce qu'en recherche, sur quel objet, je me dis que ça fait encore sens de travailler. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Voilà, moi je trouvais que cette histoire du solaire à concentration, ça m'intéressait, mais après il y en a plein d'autres, notamment dans le domaine de la médecine. Franchement, dès qu'on parle des croissances, il y a un argument qui arrive que je trouve excellent, qui est ouais, mais tu vois, avec toute la civilisation du pétrole, on a une augmentation de durée de vie, etc., etc. Est-ce que tu veux que les gens meurent? Non, bien sûr, mais la médecine low-tech, c'est un truc, c'est hyper, pour moi, c'est hyper important qu'il y ait des gens, des biologistes, des médecins qui commencent à se saisir de ces questions-là. Et pour l'instant, dans le domaine de la médecine, pour fréquenter des biologistes, voir un peu ce qui se passe, il n'y a pas encore eu un mouvement comme on peut le voir dans les technos un peu durs, voilà, de production d'énergie. Voilà, les low-tech ont commencé à réfléchir à tout ça, mais dans le domaine de la médecine, non. Il n'y a pas encore eu de mouvement de gens qui se disent attends, si on décroît en technologie, si on décroît en énergie, si on décroît en complexité technologique, qu'est-ce qu'on peut encore se permettre en termes de médecine? Et il faut être clair, on ne va pas pouvoir se permettre tout ce qu'on a maintenant. Mais pour autant, comment est-ce que on conserve une santé acceptable? Qu'est-ce que c'est une santé acceptable? Comment on ne compromet pas les générations futures en souhaitant se soigner? Est-ce qu'à un moment donné, on souhaite vraiment se soigner? Quand on discute avec des ethnologues, le rapport à la mort et à la médecine a été très différent dans d'autres sociétés. Donc voilà, c'est des choses là aussi à pas décider tout seul, mais à commencer à réfléchir. Merci beaucoup. On va passer du coup à la dernière question. Vous mentionnez le manque de connaissances et de prise de conscience des enseignants-chercheurs. Que pensez-vous de la possibilité qu'ils se forment en même temps que les étudiants? Les méthodes sont-elles testées à votre connaissance? Juste des pouces.
Allons-y, formons-nous tous ensemble, en même temps, quoi. Ouais, ouais, je suis 100% pour. Voilà, parce que on apprend, enfin, je veux dire, moi j'apprends beaucoup des étudiants, enfin, dans les méthodes pédagogiques qu'on met en place. Je suis toujours ravi d'apprendre que les étudiants travaillent sur des projets, des choses dans lesquelles, ouais, je commence ça fait 5 ans maintenant que je passe quand même pas mal de mes soirées à lire des trucs, quand même. J'y passe beaucoup de temps. Mais en même temps, j'apprends encore plein de trucs dans les projets des étudiants. Quand il y en a certains qui vont travailler sur les batteries, je dis, ah ouais, ils font ça, machin. Donc je me tiens au courant, j'apprends, et puis il y a plein d'enseignants, je vous le dis, hein, très, très sincèrement, ils sont paniqués avec ce qui est en train de se passer, avec les demandes que vous êtes en train de formuler pour changer les contenus. Parce qu'ils ne se sentent pas compétents, en fait, et ça remet en cause leur position d'enseignant. Donc j'ai envie de dire, allez les aider, rassurez-les, ils ont besoin d'être rassurés, leur dire, ouais, mais on va faire ça ensemble, ça va bien se passer, vous allez voir, on va vous faire des cours. Parce qu'en fait, vous êtes 30, mettons, vous êtes 30 et vous avez un enseignant en face. Si à 30, vous allez bien pouvoir faire un cours à votre enseignant sur les enjeux écologiques. Vous vous y collez un peu et vous lui fournissez ce qu'il doit lire et tout, et puis il va se former en même temps que vous. Donc oui, 100%, oui, allons-y tous ensemble et formons-nous, et puis voilà. Et puis au bout d'un moment, d'ici 5-6 ans, vos enseignants seront formés et ils reprendront leur rôle de sachant qui va vous transmettre les connaissances. Mais là, on a besoin d'une transition très rapide. On a besoin de tous se former. Donc, allons-y avec enseignants et étudiants, rapidement. Merci beaucoup. J'en profite juste pour répondre à quelques petites questions par rapport à la présentation. Normalement, elle est enregistrée, elle sera rediffusée. Et il y a quelques personnes qui voulaient savoir si on pouvait avoir accès aux slides que vous avez présentés. Et si oui, où? Avec plaisir. Ouf, je ne sais pas. Vous allez sur le site de la COP2, vous allez mettre un endroit avec les slides parce que j'ai déjà vu d'autres confs où on a demandé les PowerPoint. On va pouvoir, vous avez qu'à les envoyer et on va essayer de mettre ça en place du coup, je pense. Ouais. Ou sinon directement en lien avec les vidéos quand elles seront rediffusées peut-être. C'est comme ça. En tout cas, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris Merci. votre temps pour C'est avec cette grand plaisir. conférence. C'était super. Je pense qu'on a tous beaucoup appris. Et merci à toutes les personnes qui étaient là aussi pour nous avoir posé des questions, pour avoir suivi la conférence. Je vous invite tous à aller suivre les 2 dernières conférences du week-end de Nicolas Plein et Jérémy Pichon. Et je vous souhaite tous une très bonne soirée et un bon fin de week-end. Merci beaucoup à toutes et à tous.